Effectivement, comme tu le disais, hein, l'objectif de ce moment qu'on va partager, c'est de vous présenter ce qui nous a, au cours du salon Santé Expo qui a eu lieu, hein, les 21 au 23 mai, donc il y a maintenant un peu plus de 15 jours. Qu'est-ce qui nous a peut-être intéressé, surpris ou alerté? Voilà, alors je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de tout ce qu'on a pu voir ou entendre. J'ai essayé de le regrouper avec ce qu'on va pouvoir considérer être comme des grandes tendances, mais aussi des enjeux numériques, hein, vis-à-vis du secteur de la santé, secteur auquel vous appartenez. Voilà, l'idée c'est de vous donner un peu notre vision, notre analyse, ce qui programme effectivement sans doute dans les prochaines semaines et prochains mois des évolutions, peut-être au sein d'ailleurs des institutions auxquelles vous appartenez ou des organisations auxquelles vous appartenez. Voilà, donc comme le disait en introduction Natacha, hein, moi je suis Caroline Buscal, je dirige le département conseil du groupe Cerda Archimag, un département qui est plutôt dédié au projet de gouvernance de l'information numérique, autour de tout ce qui est ECM, workflow, GEC, signature électronique, archivage électronique, et de manière générale tout ce qui est digitalisation des métiers ou des process, et qui amène effectivement des transformations importantes au niveau digital, mais aussi dans les façons de travailler au sein de vos organisations. Et donc, à ce titre, j'ai passé un peu de temps sur le salon Santé Expo, notamment pour aller à la rencontre bien d'acteurs qui interviennent également sur ce secteur, mais aussi de témoignages qui ont pu être apportés par des représentants, notamment d'institutions ou de grands centres hospitaliers dont je vais vous parler. Voilà, juste en 2 mots rapides, hein, pour que tout le monde nous situe bien et comprenne bien d'où on parle. Cerda Conseil donc appartient au groupe Cerda Archimag, qui regroupe aussi des activités de formation, de publication, mais également une agence de communication éditoriale. On partage tous des mêmes convictions et une même façon de travailler, c'est-à-dire on est déjà totalement indépendant, hein, donc et ce depuis la création du groupe. Donc tout ce que l'on exprime, c'est notre analyse, ce sont nos convictions, avant tout que l'on met au service de nos clients, de nos stagiaires lorsqu'ils viennent en formation, de nos lecteurs lorsque l'on est sur les publications. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous apporter l'information la plus à jour et la plus efficace autour du domaine de la transformation digitale, sujet auquel on est tous aujourd'hui confrontés dans le cadre de nos activités. Voilà, et donc le conseil, c'est avant tout de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on n'installe pas de logiciel ni de chaîne de capture. Donc nous, on parle en tant qu'experts et spécialistes de ce sujet, mais plus là pour accompagner des choix et d'accompagner des décisions qui peuvent être prises au sein de vos organisations. On est là aussi d'ailleurs pour auditer lorsqu'il est nécessaire la mise en conformité d'un certain nombre d'éléments liés à la digitalisation, et de manière plus générale, on accompagne le changement parce que ces projets-là sont des projets à fort impact au niveau des équipes. On a un peu tendance à sous-estimer ces aspects-là de la transformation digitale, mais on sait que c'est un élément très fort qu'il faut savoir prendre en compte très tôt dans la conduite de projet. Ça fait partie de nos compétences et de nos savoir-faire. Et c'est vrai que dans le domaine notamment de la santé, qui est un secteur avec lequel nous travaillons très très régulièrement, on voit bien que là aussi, il y a besoin d'accompagner des équipes côté peut-être soignants si on est sur la transformation du dossier patient, mais également les équipes au niveau d'un service archive, au niveau de fonctions support lorsque l'on parle digitalisation d'autres fonctions que le médical, la fonction RH, la fonction finance par exemple. Là aussi, il y a besoin effectivement de se pencher sur l'accompagnement des équipes pour qu'ils puissent acquérir ces nouvelles façons de travailler, ces nouvelles pratiques. En 2 mots, hein, sur le secteur de la santé qui est un peu au centre de cette slide avec plein de logos. On travaille avec des institutions hospitalières, hein, du type des CH, des CHU, des CHRU, mais également des institutions spécialisées, hein, au niveau des CH plutôt de nature psychiatrique. On travaille aussi avec des grands acteurs de votre domaine, comme peuvent l'être notamment les agences régionales de santé. On a eu même la chance de travailler avec le réseau en lui-même
des 18 agences autour des problématiques de signature électronique, notamment. Et puis, on travaille avec d'autres acteurs autour de la santé. Ça peut être des industriels, comme ça peut être aussi des acteurs liés notamment à tout ce qui est mutuelle et assurance dans ce domaine-là. Voilà, donc les éléments qu'on a pu voir au cours de nos passages sur le salon sont aussi effectivement à comprendre par rapport aux problématiques dont on sait sur lesquelles vous pouvez être très régulièrement confrontés. Voilà, alors l'un des premiers axes qui nous semble intéressant de partager avec vous, parce qu'il a été très présent tout au long des interventions auxquelles j'ai pu d'ailleurs assister lors de ces 3 jours de salon, c'est celui autour de la confiance numérique. Alors quand on parle confiance numérique, d'abord on parle de quoi? Parce que c'est un vrai défi auxquels peuvent être confrontées les institutions ou toutes les entités qui travaillent sur le domaine de la santé. Comme son nom l'indique, la confiance numérique, ça relève du niveau de confiance que des patients, des soignants, mais les administratifs aussi, qui participent à la vie de leurs organisations, et plus largement, on va dire un peu le grand public, les citoyens, vont placer, notamment dans les systèmes d'information, des organisations de santé. Donc la confiance, c'est bien un état qui est lié à une forme de sécurité que l'on va pouvoir entendre, comprendre, même vérifier au niveau de aujourd'hui ce qui fait vivre notamment une organisation comme les vôtres, c'est-à-dire les systèmes d'information. C'est bien le point névralgique, le système d'information, de toutes les problématiques qui sont liées à la sécurité. Donc la confiance numérique, ça regroupe notamment 2 défis majeurs qui ont été très présents, comme je le disais, au cours des interventions sur le salon et auxquels les organisations du domaine de la santé doivent faire face. La cybersécurité, on va y revenir très vite dessus, et la conformité des données, des datas, sur lesquelles vont s'appuyer l'ensemble des activités de vos organisations, que ce soit des données à caractère personnel ou pas. Mais on sait évidemment que l'une des grandes particularités du domaine que vous représentez, c'est effectivement la forte part de données sensibles, on va dire un type de données à laquelle appartient évidemment les données personnelles. Donc la confiance numérique, ça repose donc avant tout sur des données et donc plus particulièrement sur la capacité de vos organisations à notamment garantir la confidentialité, l'intégrité, le profil de traitement, jusqu'à la conservation, voire au-delà de la conservation, la capacité à pouvoir les anonymiser, les purger, en tous les cas sur l'ensemble de la chaîne de traitement qu'on peut donner aux données. Le système d'information d'une organisation du domaine de la santé, que ce soit un établissement de soins ou pas, ou un établissement qui est plus de l'ordre du médico-social, ce n'est pas que des établissements spécifiquement médicaux, travaillent, ont des systèmes d'information qui sont extrêmement connectés, puisque toutes les transactions se font à travers, évidemment, des aspects du système d'information. Donc, c'est un système d'information qui est hyper exposé, et donc, naturellement, il est malheureusement, on va le dire, hyper menacé. Pour garantir cette confiance, en lien avec les éléments, les 2 grandes briques que sont la cybersécurité et la conformité des datas, on en attend, évidemment, ça fait partie de ce que doit mettre en place une organisation comme la vôtre pour garantir cette confiance numérique, c'est mettre en place des moyens techniques et des moyens humains également qui vont permettre d'assurer la sécurisation des flux, notamment lors des transactions, qu'elles soient strictement en interne ou qu'elles se fassent avec des acteurs extérieurs, parce que aujourd'hui, aucun établissement n'est qu'à 100% refermé sur lui-même. Vous avez beaucoup d'échanges de transactions de l'externe vers l'interne ou de chez vous vers l'externe. Donc ça, c'est important d'avoir cette double visibilité. Et puis également, l'autre élément fort, c'est celui de l'hébergement et de la conservation des données.
Donc, au-delà d'un concept, hein, la confiance numérique, ça se construit aussi avec un cadre juridique que vous connaissez sans doute, mais qu'il est toujours bon de rappeler, puisque ce cadre juridique est encadré par des lois, des règlements et des normes, y compris à différentes échelles, hein, des lois qui peuvent être de dimension nationale, des règlements qui sont plutôt de dimension européenne, et puis des normes, même chose, vous avez des normes françaises, des NF liées à l'AFNOR, et puis des normes plus ISO, qui sont des normes internationales. Dans ce cadre réglementaire s'inscrivent essentiellement ce qui nous intéresse là aujourd'hui par rapport à ce qui se disait sur le salon, parce qu'il y a eu un certain nombre d'exposés autour de la réglementation ou de la mise en application des règlements par rapport notamment au bon fonctionnement de la gestion et de la conformité des data. On a évidemment l'un des textes les plus importants qui encadre le traitement de la donnée, c'est évidemment le référentiel général de protection des données, hein, ce qu'on appelle le RGPD, qui est entré en application en 2018. Vous voyez que là, par rapport à une enquête qu'on avait pu faire, pour 76% des répondants, c'était effectivement le règlement le plus important. Hein, si on réfléchit à une liste avec des priorités par rapport à quels sont les règlements pour lesquels il vous semble essentiel, sur lequel doit s'appuyer la confiance numérique, vous voyez, le premier qui ressort pour les trois quarts des répondants, c'est évidemment le RGPD, mais pas que, hein, vous avez aussi des directives de la CNIL, et si on était dans d'autres pays européens, on aurait l'équivalent de la CNIL qui, là aussi, publie un certain nombre de directives ou de recommandations ou de points d'alerte. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, la CNIL a publié, a transmis des mises en demeure auprès d'un certain nombre d'établissements de santé en lien avec des accès au DPI qui leur semblaient insuffisamment conformes et peut-être trop ouverts par rapport au profil de personnes qui pouvaient avoir accès à ce DPI. Donc en France, ces établissements de santé ont reçu une mise en demeure, l'équivalent de la CNIL en Italie, pour la même problématique auprès d'établissements de soins en Italie. C'est pas une mise en demeure, c'est carrément effectivement une amende qui a été transmise par cette organisation-là. Donc nos organisations de contrôle et de surveillance qui portent les messages réglementaires sont effectivement très attentifs sur le secteur de la santé. Il y a eu d'ailleurs lors de Santé Expo des interventions de personnes qui relevaient de la compétence de la CNIL. Et puis ça va jusqu'à des référentiels que vous connaissez, du type des normes comme ISO 27001 qui est plus lié à la sécurité. Ce sont les exigences pour la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information. Et vous avez notamment l'ISO 27002 qui se concentre, elle, sur les contrôles de sécurité et les bonnes pratiques qui seraient à implémenter. Donc voilà, la confiance, ça se construit aussi parce qu'on s'inscrit dans un cadre de réglementation et surtout qu'on le respecte et qu'on l'applique. C'est pas simplement à regarder, c'est évidemment à intégrer comme étant les bonnes pratiques qu'il ne faut pas négliger. Toujours dans la même notion de la confiance, il y a eu beaucoup d'interventions et ça a, comment dire, permis beaucoup d'échanges, y compris avec des intervenants sur d'autres conférences ou interventions autour des problématiques de sécurité et notamment liées à tout ce qui est les cyberattaques auxquelles aujourd'hui sont soumis votre secteur d'activité. On en mesure d'autant plus, souvent peut-être, et malgré ça, dans ce cadre-là qu'on mesure l'importance et la sensibilité de toutes les datas qui sont générées dans vos systèmes d'information et par le volume d'attaques auxquelles vous pouvez être soumis. On a un chiffre, le chiffre que je vous donne là, c'est le chiffre qui est porté par l'Observatoire des signalements d'incidents de sécurité des systèmes d'information pour les secteurs de santé et médico-social. Les informations que vous avez là sont publiées notamment sur le site de l'Agence du numérique en santé. C'est pour ça que je vous ai remis le logo de l'Agence du numérique en santé, notamment un chiffre qu'ils ont donné et qu'il est important d'avoir en tête, c'est celui évidemment du nombre d'incidents en 2023 pour le secteur de la santé, pour les secteurs santé et médico-sociaux, qui est de 581. Il faut savoir que c'est
grosso modo le même chiffre que celui de 2022, qui était plutôt à 590. Donc, on est passé voilà, un tout petit peu moins qu'en 2022, mais on reste quand même sur des volets assez hauts, évidemment, d'incidents qui ont été déclarés. Parce que là aussi, si ces incidents n'ont pas été signalés, évidemment que ça n'entre pas dans ce chiffre. Ce qui est intéressant de voir là, au-delà du chiffre en tant que tel, qui est quand même toujours un petit peu alarmant, c'est de voir que plus de la moitié sont résolus directement ou sont en cours de résolution par l'organisme lui-même concerné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations de la santé, dans les dernières années, se sont dotées de mécaniques, de méthodologies et surtout de ressources, y compris des ressources métiers, de compétents, hein, de responsables de la sécurité des systèmes d'information, voilà, d'experts autour de la cybersécurité, qui sont donc en capacité, pour plus de la moitié, de résoudre directement ce type d'incident. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, la bonne nouvelle. Ça, c'est un chiffre qui a progressé par rapport aux années d'avant. En revanche, un tiers, hein, puisqu'ils vous disent que 34% des incidents nécessitent des investigations avant toute forme de résolution. C'est-à-dire qu'en fait, l'incident identifié, parfois isolé, malgré tout, pour pouvoir le résoudre, nécessite un peu plus que un simple remise en état. Il faut redévelopper, il faut revoir des connexions, il faut retravailler sur de l'interopérabilité avec certains autres systèmes. Donc, ça veut dire de l'investigation, donc ça veut dire du temps, ça veut dire pour remettre en route, on va dire, la partie du système qui aura été endommagée. Et c'est quand même un chiffre élevé, c'est-à-dire qu'un tiers des incidents ne peuvent pas se résoudre dans un délai temps court, non pas qu'on n'ait pas les ressources, mais parce qu'il y a besoin effectivement d'aller plus loin avant d'être en capacité de résolution. Donc ça, c'est quand même un marqueur qui démontre aussi du poids et peut-être de la complexité de certain nombre des incidents. Autre élément, un petit tiers, hein, 29%, demande un accompagnement, c'est-à-dire que les ressources internes peuvent ne pas suffire. Il y a besoin parfois de muscler un peu plus son équipe d'intervention pour pouvoir résoudre la problématique, par l'impact de l'incident est suffisamment important, portant sur les activités exercées, que ce soit des activités de soins directement, ou même des activités plus support, mais si on est sur l'activité financière, c'est aussi problématique, et donc nécessite d'avoir un renfort, voire un accompagnement pour pouvoir le résoudre dans un délai qui soit satisfaisant. Après, il n'y a pas un territoire plus attaqué qu'un autre. Tous les types de structures, qu'on soit un gros CHU ou que l'on soit un établissement à taille plus limitée, voire un EHPAD, eh bien, tous les types de structures sont malheureusement confrontés à ce type de situation, même si pour 71%, c'est surtout des établissements de santé. Et là aussi, tous les territoires sont concernés. Il n'y a pas une région plus noire qu'une autre, on va dire. Alors après, il y a des concentrations. On sait que en ce moment, avec dans 50 jours l'ouverture des JO à Paris, eh bien la zone francilienne est peut-être un peu plus soumise à des cyberattaques, mais voilà, c'est presque conjoncturel. Ça n'empêche pas que Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse ou Strasbourg se retrouvent aussi dans ce type de situation. Autre point que je voulais évoquer, toujours dans le cadre de cet axe sur la confiance numérique, c'est qu'évidemment, comme je l'évoquais, le défi, c'est celui de la maîtrise des risques. Et c'est pas étonnant hein, si on voit que la courbe de la maîtrise des risques, c'est quand même ce qu'on attend de plus dans le cadre d'une mise en œuvre de confiance numérique. Vous voyez que ça progresse même d'année en année de façon relativement forte, hein, plus 8 points par rapport à la même enquête menée l'année dernière. Donc c'est vraiment un sujet au cœur des préoccupations de vos décideurs. C'est une question d'infrastructure, oui, quand on est face à des crimes technologiques avec des cyberattaques, des virus, des ransomware, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière les problématiques de cyberattaque, mais c'est aussi une affaire de comportement. Et pour quasiment au même niveau hein, de répondants, il y a une espèce de jeu d'équilibre entre ce qui relève du crime technologique, mais ce qui relève aussi de la négligence humaine, qui est considérée comme le second risque et qui doit être pris en compte et traité
pour avoir une confiance numérique qui soit tout à fait adaptée par rapport à l'établissement auquel on appartient. Derrière le mot négligence humaine, il ne faut pas y voir de la malveillance, c'est pas ça hein, que l'on évoque, c'est plutôt le fait d'un document qu'on n'a pas signé, d'une information qui est incomplète, d'un ensemble de données qui a été mal qualifié. Enfin, c'est plutôt un effet autour d'une façon de travailler qui ne soit pas adéquate par rapport à la valeur de l'information qui circule. Et donc, parce qu'on va vite, parce qu'on n'a pas eu la bonne formation, parce qu'on n'a pas connaissance du bon mode opératoire, parce que, évidemment, on va s'avérer peut-être mener une action par rapport à un ensemble de données ou de documents qui ne sera pas adapté et qui donc peut mettre en péril, voire en risque, l'accès à l'information, parce que ce qui est important de voir, c'est que la conséquence la plus immédiate de tous ces risques, qu'ils soient technologiques ou de négligence humaine, vous l'avez en bas à droite, c'est la perte des données, qui est considérée comme la conséquence première, principale, exprimée, avec même là aussi une progression d'année en année. Pour 77%, c'est ça la première conséquence. Qui dit perte de données, alors perte de données, ça veut dire non-accès au moment où on en a besoin. Ça peut être un non-accès temporaire, comme ça peut être une dégradation, comme ça peut être une perte de contexte par rapport à des données. Il y a tout ça hein, derrière la notion de perte. Mais en tous les cas, c'est bien ça le point le plus important, avec des conséquences qui peuvent parfois être lourdes, y compris financièrement. Mais c'est aussi parce que tout simplement, ça nuit à l'efficacité au quotidien. Ça a des conséquences, bien sûr, en termes de preuves, en termes de traçabilité d'activité, mais c'est aussi une conséquence tout simplement immédiate parce qu'on n'a pas accès au moment où on en a besoin à telle ou telle information. Et puis, et vous l'avez sur le graphique qui est en bas à gauche, pour 56%, on pointe la question de la réputation. Voilà, ça renvoie une image de son organisation qui peut être considérée comme un peu négative lorsque on est pointé du doigt comme ayant perdu des données, que ce soit lié à une cyberattaque ou que ce soit lié à, encore une fois, une mauvaise façon de travailler, le fait de se retrouver dans cette situation, effectivement, aujourd'hui, c'est pénalisant et ça donne même une image que l'on considère comme relativement, évidemment, négative. Et évidemment, puisque plus l'information existe sous format numérique, plus ce sentiment de risque existe. Et du coup, plus il y a une demande sur les bonnes pratiques et la façon de travailler qui va justement permettre d'encadrer hein, ce type de risque. Dernier point que je voulais évoquer aussi autour, encore une fois, de la confiance numérique, eh bien, c'est aujourd'hui les taux d'investissement au niveau numérique, pardon, dans le secteur de la santé, restent plutôt élevés. Bon, ils ont parfois connu des moments un peu plus délicats dans les années d'avant. En tous les cas, le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que ce soit un contexte national ou international qui peut être considéré comme anxiogène, ça n'a pas d'effet visible au niveau des taux d'investissement au niveau numérique. Nos organisations sont sur souvent des feuilles de route sur plusieurs années et donc, d'année en année, continuent à installer, continuent à déployer des programmes autour de la digitalisation, voire pour certains, ils sont même considérés comme en hausse, hein, puisque 17% disent ce sont plutôt des investissements en hausse. Alors attention, on a quand même un taux d'incertitude qui est relativement élevé par rapport à nos répondants, puisque un tiers disait ne pas savoir. Donc il faut aussi prendre cet élément-là avec prudence. Malgré tout, et là aussi, sur le salon Santé Expo, le mot digital était dans toutes les phrases et tout ce qu'on a pu voir ou entendre tournait autour évidemment de ces investissements. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a plutôt une orientation de ces investissements qui est fait notamment pour répondre à ces défis hein, de la maîtrise des risques que j'évoquais précédemment, avec deux axes qui sont intéressants à partager avec vous et qui rentrent évidemment dans cette problématique de confiance numérique. Il y a un axe autour de l'archivage notamment, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on relie de plus en plus l'archivage au parcours du patient. Hein, vous l'avez entouré d'un petit cercle rouge en bas, vous voyez, d'année en année, sur 3 ans, l'idée de faire progresser, de mettre en œuvre des projets autour de l'archivage électronique progresse
d'année en année. Après, ça peut être des projets complexes. On y reviendra autour de l'axe 2 dont je vais parler dans quelques minutes. Mais il y a vraiment aujourd'hui une prise en compte par les décideurs de vos organisations, de relier l'archivage notamment au parcours du patient et donc de se doter des outils qui répondent bien à ça. Et on est en train de vivre une nouvelle étape, notamment autour du dossier patient informatique, le fameux DPI, c'est de prendre enfin conscience qu'un DPI, ce n'est pas sa place d'être le système d'archivage électronique, notamment de tous les documents autour d'un parcours de patient. Et ça, c'est un vrai changement. Pour avoir fréquenté les salons Santé Expo les années précédentes, ce n'est pas tout à fait le discours qu'on entendait. Et là, on est en train de nouveau de l'entendre. Avec aussi une problématique, évidemment, et qui est très forte dans le secteur de la santé, du respect de tout ce qui est cycle de vie, et notamment des problématiques de cycle de vie sur les ensembles de données, parce que côté documents, c'est plutôt bien encadré. Côté des ensembles de données, c'est un sujet qui est en train de découvrir, notamment un certain nombre de DSI avec qui j'ai pu échanger au cours du salon. Et puis l'autre élément qui va dans le sens évidemment de cette confiance numérique, c'est la mise en œuvre de la signature électronique, parce que ça participe évidemment de la fameuse traçabilité des transactions que j'évoquais tout à l'heure, et donc de la traçabilité des actions. Ça permet de sécuriser les documents et les données qui sont concernés, puisque à partir du moment où on met en place une signature électronique, notamment avec des niveaux qualifiés, ce qui peut être nécessaire pour un grand nombre des documents à signer qui correspondent au parcours d'un patient, notamment le e-consentement, le consentement électronique, puisque le cadre réglementaire du consentement, vous le savez comme moi, qui appartient au droit du patient, nécessite, c'est une obligation légale, et ça nécessite de se doter d'outils numériques qui répondent à ces obligations légales. Donc très souvent, c'est une signature qualifiée et non pas une signature simple qui va être mise en œuvre, et ça nécessite aussi un système de conservation de ces preuves comme de cette transaction qui soit au rendez-vous. Et ça fait le lien avec mon graphique du dessous, puisque c'est bien le système d'archivage électronique qui répond le mieux à la conservation des preuves de la signature qualifiée. Donc, on a une sorte d'alignement des planètes pour répondre à ces problématiques de confiance numérique par rapport notamment à ces outillages qu'on commence à rencontrer de plus en plus, là aussi, dans les dossiers patients informatiques, dans les DPI. La fonction signature, c'est souvent basé plutôt sur la carte agent avec laquelle le médecin, la carte du médecin avec laquelle il pouvait se connecter sur l'application. Il y a quand même aujourd'hui de la jurisprudence qui permet de dire que dans certains cas, ça ne suffit pas et qu'on a véritablement besoin de signer un certain nombre de documents. Voilà pour ce premier axe. Je vous propose d'échanger sur l'autre axe, l'un des deux autres axes que l'on a analysé au cours de ces 3 jours, et plus lié autour de la dématérialisation des données du parcours de soins du patient. Alors, faut toujours avoir, c'est un des défis qui a été très très discuté au salon, celui de permettre la mise en œuvre et le maintien dans le temps, on va dire, de manière fluide évidemment, mais surtout sécurisée, du circuit complet du dossier patient, en lien avec son parcours de soins, parce que certains disaient oui, mais moi j'ai 250 applications différentes dans lesquelles se trouvent des données qui correspondent à une étape ou une action dans le parcours dans un des parcours de soins de tel ou tel patient. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est un véritable défi auquel sont confrontés beaucoup d'établissements, notamment des établissements de santé. L'objectif, c'est bien de construire un modèle qui soit complet, que toutes les étapes soient prises en compte, soient reliées, connectées les unes aux autres, de façon à ce qu'on n'ait plus ces ruptures permanentes de liens ou de connexion entre une imagerie, entre un DPI, entre un laboratoire qui transmet après des résultats, etc. Mais qu'on aille de plus en plus vers, on va y revenir, cette interconnexion nécessaire dans le cadre, encore une fois, du système d'information de votre organisation. Alors, bien sûr qu'il faut toujours avoir en tête que les données de santé sont des données personnelles, sensibles, et dont l'accès est encadré, comme je l'évoquais précédemment, par la loi pour protéger le droit des personnes concernées, évidemment, par ces mêmes données de santé. On sait aussi que leur volume est exponentiel,
que ce soit en termes de data, que ce soit en termes de documents, qui sont aussi des data, hein, mais ce sont des données non structurées, ce qu'on appelle données non structurées pour qualifier les documents, ou d'informations, c'est-à-dire de la data porteuse de son contexte, hein, qui permet de comprendre dans quel cadre a été recueillie ou traitée telle ou telle donnée, porteur de décision. C'est tout ça, hein, qu'on a autour de ce qu'on pourrait appeler un parcours de soins d'un patient et donc dans son dossier, sachant qu'on est passé d'un paradigme très structuré, basé beaucoup sur le support physique, le papier, grandement, ou hybride. On avait des morceaux déjà un peu en numérique, mais le cœur du système, en tous les cas, ce qui était porteur de preuves était souvent rendu à des volumes papier, avec des dossiers qui faisaient grosso modo 200 feuilles en moyenne. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce paradigme, on est au contraire sur une logique de flux, avec des interactions issues de sources et de canaux tout à fait différents. Et le résultat de ces milliers, de ces centaines de pages, sont plutôt des milliers d'informations avec des mégaoctets de volume qui correspondent effectivement à ce dossier numérique du patient. Et donc aujourd'hui, il faut pourtant avoir cette vue d'ensemble pour prendre en compte ce que c'est qu'un dossier patient, depuis des flux d'entrée qui peuvent être issus d'applicatifs qui transmettent de l'information, type des applicatifs liés à des traitements laboratoires. Ça peut être aussi des documents qui peuvent être amenés par le patient lui-même ou transmis par d'autres intervenants sous des canaux encore de papier qu'il va falloir intégrer dans cette circulation, de permettre effectivement leur accès, leur consultation, leur visa, puisque vous avez un certain nombre de soignants notamment qui, pour bien mettre en évidence le fait qu'ils ont pris en compte tel ou tel ensemble de données, visent un certain nombre de documents. Alors aujourd'hui, il y en a encore qui visent papier, et ça donne lieu à de la réimpression pour avoir un visa manuscrit qu'on va renumériser derrière pour remettre dans le circuit les documents qui ont été visés. Il y en a heureusement qui font le choix de viser de manière plus numérique, avec des outils du type des workflows notamment, ou une signature simple, qui n'a pas nécessairement une valeur juridique en soi, mais qui, par le fait d'avoir été apposé sur tel ou tel document, permet d'assurer le fait que le soignant ou la soignante concernée a bien pris connaissance de tel ou tel document. Et puis jusqu'à la sortie, puisque là aussi, il y a des échanges avec d'autres établissements ou d'autres organismes, ou tout simplement vers le patient ou vers son dossier aussi de santé, son carnet de santé qui commence de plus en plus à être aussi en format numérique. Donc c'est bien tout ça, la problématique auquel on est confronté, encore une fois, hein, depuis un début de service de soins. Ça peut commencer qu'un enregistrement d'un appel de SAMU, où ça fait partie du dossier de soins, les consentements qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à toutes les activités techniques qui participent évidemment du parcours de soins, que ce soit l'imagerie, que ce soit les laboratoires, que ce soit la pharmacie aussi pour les prescriptions. Bref, on gère évidemment là essentiellement des datas et quelques traces documentaires lorsqu'il y a besoin effectivement de valider ou de viser un certain nombre d'actions. À partir de là, on sait aussi qu'on est dans une forme de complexité liée à la bonne conservation de toutes ces datas. Il y a des règles de conservation, il y a des durées de conservation qu'on maîtrise plutôt bien côté papier et qu'on a tendance à moins bien mettre en action lorsqu'il s'agit de raisonner par rapport à des ensembles de data. Et donc là aussi, c'est important et c'est souvent un des sujets auxquels sont confrontés les qualiticiens, toutes les personnes qui vont veiller à la bonne qualité du processus du dossier patient, c'est aussi d'appliquer cette réglementation en lien avec la qualité et la conservation d'un certain nombre de données. Au-delà de ça, du coup, on voit apparaître un certain nombre de priorités en termes de digitalisation autour du dossier lui-même. Alors, évidemment, ça, c'est le résultat d'un benchmark qu'on avait réalisé il y a quelques mois autour d'une douzaine d'établissements médicaux et médico-sociaux sur le territoire français, mais un peu répartis voilà, à différents niveaux, en essayant de voir avec eux quels étaient aujourd'hui les sujets en priorité. Le DPI étant à 95 ou 18% une réalité pour tous ces établissements. Alors,
plus ou moins généralistes, parfois spécialisés. Je sais pas, on a aujourd'hui des DPI qui sont dédiés à une spécialité, ou bien vous avez évidemment des DPI qui englobent, on va dire, tout un ensemble de spécialités. Donc, globalement, tout le monde autour de ça est plutôt équipé, voire en train de se rééquiper, notamment dans le cadre des GHT, avec des décommissionnements de certains DPI pour aller vers un autre, en lien notamment avec celui d'un hôpital support, par exemple. Et puis, il y a des sujets autour de ça qui émergent ou qui sont très présents et qui peuvent nécessiter des actions particulières de digitalisation. Moi, j'ai entendu beaucoup parler sur le salon de la problématique de la consultation, des dossiers de consultation, qui sont en train d'être de plus en plus 100% numériques. Et pourtant, on a encore à certains endroits des reliquats de dossiers papier ou de fiches papier qui pouvaient exister précédemment. On a la problématique des correspondances. Alors, essentiellement médicales, mais pas que, de ce flux qui peut arriver quotidiennement ou multiquotidiennement dans un établissement et qui, dans certains cas, sont en train de faire l'objet d'un traitement massif à l'entrée, de façon à ce qu'il soit distribué de façon 100% numérique vers les acteurs ou les services de soins qui seront les destinataires de cette correspondance. De même qu'en sortie, on commence à avoir de la correspondance numérique qui sera transmise en direction des institutions, par exemple, ou d'autres acteurs qui seraient concernés par ce qui s'est passé dans les murs de l'établissement, notamment l'établissement de soins. Donc, toutes les fonctions métiers sont impactées sur cette problématique, avec cette approche un peu multicanale que j'évoquais, du papier qui arrive aussi par les messageries, qui arrive aussi par des plateformes, par des messageries cryptées aussi, avec lesquelles sont équipées un certain nombre d'équipes dans vos établissements. La question étant de dire, puisqu'on capitalise sur le digital en termes de transmission de données, eh bien, on va installer très en amont une capture de tous ces flux, qu'on va qualifier d'intelligente, dans le sens où elle va être en capacité de caractériser les datas et de pouvoir les transmettre, les diffuser en direction des bons destinataires. Et le papier lui-même, lui, ne circulera plus, voire pourrait être détruit assez rapidement à partir du moment où on a mis en place une chaîne de capture qui soit parfaitement encadrée par les réglementations. C'est intéressant de voir que 40% des organisations de santé se penchent ou ont déjà testé ou sont en train de mettre en œuvre ce type de projet. Et il y en a quand même presque un tiers, en tous les cas de l'entretien que j'avais eu avec des représentants de l'Agence numérique en santé, qui disaient avoir déjà installé, peut-être pas pour toutes les correspondances, mais pour un certain nombre, déjà ce type de système. Donc ça, c'est intéressant parce que ça renforce, ça nourrit cette notion de transaction digitale que j'évoquais précédemment. Mais peut-être que tu as une question à nous poser, Natacha, à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, merci Caroline. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, nous, on est un peu curieux. Ok. On est un peu curieux de savoir, pour vous, au sein de votre établissement, quelles sont les priorités en termes de digitalisation. Donc, je vais vous poser une petite question. Je suis en train de publier un sondage. Voilà, donc vous pouvez la retrouver dans l'onglet sondage. Donc, on vous demande, en fait, au sein de votre établissement, la digitalisation porte-t-elle en priorité sur? Donc, on vous demande 3 réponses maximum. Donc, changer de DPI, intégrer des fonctions d'IA dans le DPI de l'établissement, cartographier les ensembles de données existantes dans les applications métiers, dématérialiser les documents ou courriers au quotidien, dématérialiser les documents de fonctions support comme les RH, les finances, délester les documents contenus dans le DPI vers une GED ou un système d'archivage électronique, reprendre des historiques papier ou dossiers archivés de patients, ou je ne sais pas. J'aurais pu rajouter autre aussi, mais voilà, donc on vous laisse y répondre directement dans l'onglet sondage. Donc 3 réponses maximum. Donc Caroline, je te dirai après les réponses. Alors, pour le moment, je ne vois pas de vote. Mais on compte sur vous surtout pour nous répondre. Si jamais vous êtes perdu, c'est dans l'onglet sondage. C'est ça. Merci d'avance. Pour nous, ça nous aide vraiment. Ça nous permet un peu d'orienter ce webinaire et puis de comprendre vos besoins en termes de digitalisation. Ah, merci. Donc, je vois un vote pour le moment. Donc, 3 priorités qui se démarquent. Allez-y, si jamais, n'hésitez pas à voter. Vous pouvez y aller.
Ne soyez pas de timide. vote. Merci beaucoup. C'est anonyme, donc de toute Voilà. façon, voilà. Tout à fait. De vote. C'est marrant parce qu'en de vote, je vois quand même qu'il y a il y a quand même une certaine petite tendance. Hein. Ouais. Oui. Hop, j'attends encore un petit peu et merci à tous pour votre participation et pour ceux qui ont voté, merci. Donc pour le moment, je te dis Caroline, ce qui se démarque sur les 3 priorités, ça va être dématérialiser les documents ou courriers au quotidien, reprendre des historiques papier ou dossiers archivés de patients et changer de DPI. D'accord. Ah, je savais bien que ça c'était un vrai sujet. Ok, bah, c'est intéressant parce que merci bien. Le sujet du c'est bien. Ça, le changement des pays, c'est un vrai sujet. Bon, j'ai effectivement eu l'occasion d'échanger avec certains éditeurs du domaine qu'il évoquait, parce que derrière, c'est non seulement un décommissionnement des contenus qui se trouvent dans les pays, mais c'est aussi un transfert de volume de données et de documents non négligeables. Je vais prendre un exemple qui m'a été cité par le DSI de l'hôpital universitaire de Strasbourg, qui disait qu'aujourd'hui, le DPI, chez eux, c'est 8 téraoctets. Voilà. Et de ces 8 téraoctets, 50%, donc on sait tous ce que veut dire en nombre de téraoctets 50% du 8 téra, donc c'est-à-dire 4 téraoctets, c'est uniquement les documents attachés. Voilà. Et donc, à force d'avoir rempli dans le DPI en fonction des parcours en ayant intégré, alors souvent sous forme PDF, tel ou tel document, que ce soit un courrier, que ce soit un compte-rendu, que ce soit un bilan, que ce soit, etc., 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 eh bien, on se retrouve avec 50% du DPI en termes de poids qui est lié à cette problématique de stockage de documents, pour lequel je vous rappelle que le DPI n'est pas fait. Et d'ailleurs, ça nous fait la transition avec ce que l'on voit, nous, des tendances et le sujet avec lequel on a pu fortement échanger avec notamment le groupe des directeurs de systèmes d'information des centres hospitaliers que j'ai rencontrés sur le salon. Ils ont 3 objectifs à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le DPI ne doit plus être le lieu de stockage ou de conservation, il faut plutôt l'équiper avec ce qu'on appelle une GED, un ECM. Vous avez un graphique qui vous le montre à l'écran. C'est la problématique pour plus de 46%, enfin plus de 40% d'entre eux, 46% disent aujourd'hui c'est ça le sujet. Il faut qu'on réfléchisse autrement par rapport à la conservation de toutes ces données, tous ces documents, parce que nos DPI, en fait, sont insuffisants en termes de capacité de répondre, de performance, en fait, au niveau des soignants notamment. Donc, les soignants se plaignent d'un DPI qu'ils considèrent comme insuffisamment performant en termes d'ouverture, de clics, d'accès, d'affichage, enfin de transactions, etc., d'enregistrement, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le DPI le problème. C'est tout ce qu'on y a mis qui, d'une certaine façon, ne devrait pas être à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie largement des problématiques qu'on a pu entendre et sur lesquelles nous, on est tout à fait convaincus, c'est de développer plutôt des espaces de stockage qui soient dédiés au contenu, à tous ces fameux contenus, et qui va permettre de délester les DPI de toute cette volumétrie. Et c'est véritablement un des axes, un des 3 que vous voyez en dessous. Je parlais tout à l'heure de la signature électronique, je ne reviens pas dessus, mais ça paraît évident. Cette interopérabilité aussi au sein du système d'information que j'ai évoqué précédemment, et cet axe-là qui est relativement nouveau, non pas dans le sens de ça devrait se faire, mais ça va se faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu par rapport à des années précédentes, c'est qu'il fallait plutôt expliquer et convaincre. Aujourd'hui, ils sont déjà convaincus. Après, il faut le faire, il faut le mettre en œuvre, c'est un coût humain aussi, c'est du temps. Il faut encadrer l'ensemble de ces fichiers, de ces documents. C'est peut-être aussi l'occasion de faire du tri, d'avoir des données qui soient plus adaptées. Et en tous les cas, c'est clairement pouvoir bénéficier de ressources fonctionnelles qui soient spécifiquement liées à tous ces documents. Alors, des ECM au sens fil actif, on va dire dossier actif, ou des archivages électroniques quand on est sur des dossiers qui sont de moindre consultation, mais pour lesquels, évidemment, vous avez des obligations de conservation. Donc ça, c'est vraiment un des axes majeurs et que j'ai trouvé intéressant de vous partager. 3e axe, qui n'est pas le moindre non plus, mais qui est vraiment
qui était un peu dans toutes les bouches, sur toutes les lèvres au cours de ces 3 jours, c'est celui de l'intelligence artificielle mis au service de la santé. Alors, c'est un faux nouvel entrant, parce que l'IA, c'est pas nouveau non plus, et que dans le domaine de la santé, c'est pas non plus nouveau du tout. La e-santé, le traitement avec des programmes d'intelligence artificielle sur des volumes de données, on l'a pas inventé pour 2024. Ça existait déjà avant. Maintenant, cette espèce de généralisation sur laquelle on va revenir, ou cette capacité à pouvoir utiliser des programmes d'IA sur des ensembles d'informations sur jusque-là, on ne s'était pas penché, ça, effectivement, c'est nouveau. Alors, je vous rappelle juste, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est bien une combinaison d'algorithmes et de données anonymes ou personnelles. Et là, ça correspond vraiment à la problématique de la santé. Ça permet effectivement de mettre en évidence des résultats pour du diagnostic, pour du soin, donc directement pour l'activité d'un établissement, évidemment, pour la prévention. Alors ça, c'est le grand discours qu'on entend depuis des années, mais qui commence à se traduire évidemment dans les faits, puis pour la recherche. Évidemment, c'est une anticipation par rapport à des traitements, par rapport à des soins, par rapport à prévenir aussi un certain nombre de patients sur des risques possibles en lien évidemment avec tout ce qui les caractérise et toutes les pathologies qui, dans certains cas, ils ont pu avoir. Donc, on est bien sur un nouvel entrant, non pas au sens nouveauté, innovation, mais plutôt généralisation, et notamment tout ce qui concerne évidemment la gestion, l'analyse et la protection des données au sein des organisations de soins. En revanche, là où il était intéressant de discuter sur le salon, c'est que il a été fortement mis en évidence le besoin, ça a été mis en exergue plus qu'en évidence, le besoin de données de qualité, notamment dans le cadre de tous les retours d'expérience auxquels qui sont retours d'expérience d'IA appliqués notamment sur le DPI. Ce qui était dit le plus souvent, c'est faut-il encore avoir des datas qui soient propres. Alors certains parlent d'hygiène de la data, voilà, de bonne qualité, pas nécessairement en très grande quantité, mais si elles ne sont pas suffisantes en termes de qualité et d'actualité, évidemment, elles sont peu exploitables, ou le résultat de l'IA pourrait être des résultats qu'on appelle de l'hallucination, c'est-à-dire qu'ils seraient écartés du résultat qu'on pouvait en attendre. Par ailleurs, l'autre problématique qui a été mise en évidence, ce sont les référentiels et nomenclatures sur lesquelles s'appuyer pour structurer les datas. Effectivement, aujourd'hui, la recommandation est d'aller vers des nomenclatures internationales qui soient partagées en fait par tous, de façon à ce que les programmes de data puissent tout à fait effectivement tourner, pas seulement pour un cas particulier, mais puissent aussi se généraliser quand ça peut s'avérer nécessaire. Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'on a plusieurs domaines qui émergent en priorité, dans lesquels l'intelligence artificielle peut dès à présent être identifiée comme utile. GED2CM, je l'évoquais précédemment par rapport au délestage en lien avec le DPI. Pour 54%, ça serait un des domaines les plus émergents. On sait que des fonctions d'IA sont déjà embarquées par les éditeurs ou sont en cours de développement chez les éditeurs ou intégrateurs, notamment pour automatiser des processus, pour améliorer l'analyse d'informations ou de ressources disponibles, et notamment pour les DPI, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, l'IAG, qui vont permettre, par exemple, de résumer un dossier ou de résumer sur une pathologie le parcours du soin lié à un patient. Donc, c'est évidemment dans le cadre d'aide au diagnostic et aux soins. Ils ont beaucoup insisté sur ce point-là. Ça ne remplacera pas le regard du ou d'un médecin qui va porter effectivement ce diagnostic et ces prescriptions de soins, mais en tous les cas, c'est un facteur d'accélération et du temps et de l'efficacité pour pouvoir prendre en compte tout un ensemble de données. Mais pour ça, faut-il qu'en amont, on ait identifié, structuré, nettoyé, mis à jour toutes les données nécessaires pour que le programme d'intelligence artificielle générative puisse produire un résultat qui soit tout à fait exploitable. Et ça, c'était vraiment un retour de salon très important.
L'autre retour de salon autour de l'IA générative auquel on a beaucoup insisté, c'est que on est au stade de l'expérimentation. On est au stade de test. Certains parlent de POC, de Proof of Concept, c'est-à-dire qu'on vérifie sur un extrait de processus, sur un ensemble de données, de ce que l'on est capable de faire avant d'aller plus loin en termes de déploiement et d'avoir un retour plus complet en fait d'expérience sur lequel on pourra s'appuyer. Ça, je pense que c'est rendez-vous plutôt en 2025. Voilà, donc ça c'est plutôt l'axe majeur pour 54%. L'autre axe, mais qui va avec, c'est le côté automatisation des flux, gagner du temps, c'est quand même ce que tout le monde recherche. J'ai assisté par exemple à une présentation liée à l'édition de compte rendu, voilà, avec l'IA générative ou de courrier en sortant, préparé, après avec des données qui sont extraites par rapport notamment à des résultats de fin de parcours de soins pour un patient. Effectivement, ça a aussi un impact sur le gain de temps et donc sur l'optimisation des ressources qui peut être faite dans un certain nombre d'établissements de soins. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le périmètre nouveau sur lequel aujourd'hui se positionnent beaucoup d'interventions issues du salon, avec des problématiques, encore une fois, très actuelles dans leurs priorités, c'est-à-dire très quotidiennes dans le bon fonctionnement d'un établissement. Des délais de traitement, ce que j'évoquais, l'exemple des comptes rendus ou du résumé de dossier étant un exemple assez récurrent, la qualité de la gestion des données, des documents, voilà, qualité, repérage, vérification de la complétude du document. Est-ce qu'il a été signé un consentement, est-ce qu'il a été signé comme il le fallait? Est-ce que le niveau de la signature est adapté? Enfin voilà. Donc on est bien sur ces problématiques-là. Et puis quand même, et ça fait le lien avec le premier axe que j'évoquais autour de la confiance, l'accès aux documents et aux données avec l'idée de développer à ce niveau-là des fonctions d'authentification, de gestion d'autorisation, de personnalisation des accès. Et là aussi, l'IA notamment peut être efficace et en tous les cas apporter un plus tout à fait important. Voilà, tout ça étant à mettre aux usages, aux services, des usages au quotidien pour les collaborateurs de vos établissements de soins. Voilà ce qu'on voulait vous raconter en termes de retour de ce que l'on a pu voir au niveau du salon Santé Expo du mois de mai. Je voudrais juste sur la dernière minute avant de peut-être passer à une ou deux questions auprès de vous, de mettre aussi en évidence un discours qui était fortement tenu autour notamment de l'IA. Ce sont les questions d'éthique. L'IA, oui, mais de manière raisonnable, au sens raisonné, encadré, explicable aussi, c'est-à-dire un besoin de transparence et d'encadrement, parce que chacun peut être amené à mesurer les risques si ce type de programme pouvait ne pas être suffisamment encadré. Donc ça, c'est véritablement aussi ce qui ressort par rapport à un sujet qui semble aussi dynamique, puisque évidemment, pour 67% des gens, des personnes avec qui on a pu échanger, la maîtrise des risques reste la problématique première, mais peut-être que les solutions d'IA, évidemment, pourront apporter là aussi des réponses à un certain nombre d'interrogations qui se posent.